Alors bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette belle salle de Lola et merci d'être là, on est bien content de voir que les gens reviennent, sortent voir des conférences. C'est un grand plaisir de vous voir si nombreux et nombreuses pour accueillir nos deux invités, Martine Reid, professeure de littérature à l'Université de Lille, et Valérie Cossy, à mes côtés, professeure à la section d'anglais de la Faculté des lettres de l'UNIL, toutes deux spécialistes en études genre et en écrit de femmes. Martine Reid va nous parler ce soir d'une femme qui écrit, quelques observations sur les femmes en littérature. Et à la fin de la conférence, Valérie Cossy ajoutera quelques mots sur l'auteur roman d'Alice Riva. Cette conférence fait partie des cours publics du Centre interdisciplinaire d'études des littératures de l'UNIL, dont voilà le flyer. Et nos deux invités sont sortis ce soir du campus à notre grand plaisir, car elles ont intégré notre programmation d'événements culturels à la bibliothèque cantonale universitaire. Et là, il y a tous les autres événements que nous organisons. Et cette année, nous, on a voulu donner évidemment la parole aux femmes en lien avec les 50 ans du droit de vote et d'éligibilité des femmes en Suisse. Donc voilà, c'est bien de partager ces deux choses ensemble. La conférence de ce soir est bien sûr aussi en lien avec la magnifique exposition sur Alice Riva, conçue par Valérie Cossy et Marianne Diance, qui est à deux pas dans nos murs, là sur le site de la Riponne. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore découverte, à aller la voir après la conférence, parce qu'elle va bientôt arriver à son échéance, qui est le 30 octobre. Donc profitez d'aller la voir, ça vaut la peine. Mais revenons à la conférence de ce soir. Martine Reid a dirigé un ouvrage collectif, Femmes et littérature, une histoire culturelle, je pense que Valérie en dira deux mots, qui est paru chez Gallimard en mars 2020. Cet ouvrage est une synthèse, une somme de connaissances actuelles passionnantes qui retrace la place qu'ont occupée les femmes dans le monde littéraire du Moyen-Âge à nos jours. Je laisse d'emblée la parole à Valérie Cossy qui va nous en dire deux mots et vous souhaite une très belle conférence. Bonsoir. Alors, chère Martine Reid, chère Alexandra Weber-Bernet et chère Alexia Riff, je ne sais pas où elle a disparu, qui sont donc médiatrices culturelles à la BCU, chers collègues du cours public, Olivier Thévenat et Alain Anzoni, chers collègues, les professeurs Angela Sandman et Estelle Doudet, qui ont mis sur pied avec moi ce programme du cours public Femmes en littérature, chère Vanessa Glauser, qui est l'assistante du ciel, puisque le ciel existe et qu'il a une assistante en la personne de Vanessa. Donc le ciel, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le Centre interdisciplinaire d'études des littératures de la Faculté des lettres. Chères étudiantes et chers étudiants, chères lectrices et chers lecteurs, chers publics. Comme Alexandra l'a dit, dans le cadre des nombreuses activités culturelles suscitées cette année par le cinquantenaire du suffrage féminin en Suisse, quelque chose qui évidemment se fait après avoir été si longtemps attendu, la bibliothèque cantonale et universitaire a choisi de faire aussi parler les femmes elles-mêmes. Entre autres, grâce à l'exposition consacrée à Alice Riva, intitulée « Présence des femmes », que vous pouvez voir si vous ne l'avez pas encore vue jusqu'au 30 octobre. Et puis, la Faculté des lettres, de son côté, grâce au ciel, a mis sur pied ce cours public intitulé « Femmes en littérature », dont les séances habituellement ont lieu à l'Anthropole et exceptionnellement ce soir, en effet, ici au Palais de Rumine. Et la semaine prochaine, par exemple, nous entendrons deux traductrices, dont Camille Legault, qui a traduit cet ouvrage fondamental du féminisme pour les germanophones, Frauen im Laufgitter, de Iris von Roten, que l'on peut lire maintenant en français, sous le titre « Femmes sur surveillance », un ouvrage qui était paru en 1958 et qui était inconnu des francophones, ou à peu près, puisqu'on n'en avait pas de traduction. Donc, Martine, voilà, je te l'offre. Donc ça, ce sera la semaine prochaine à l'Anthropole, Camille Legault, ainsi que Rosie Pignas-Delpuech viendront parler de leur travail de traductrice. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Martine Reid ici à la BCU. Alors, toutes celles et ceux parmi vous qui avaient déjà eu l'occasion de consulter les deux volumes de cette anthologie Femmes en littérature, une histoire culturelle, savent à quel point Martine Reid est une voix qui compte dans le paysage français
quand il s'agit de s'interroger sur les liens à prendre en compte et à interroger entre femmes et littérature. Les recherches et les publications de Martine Reid portent sur la question des femmes en littérature, des femmes et de la littérature, c'est-à-dire sur deux termes que l'on a longtemps tenus à distance l'un de l'autre, mais dont l'on sait aujourd'hui que l'on peut et même que l'on doit les interroger ensemble. Martine Reid a consacré ses recherches aux enjeux soulevés par la présence plus ou moins nombreuse, plus ou moins visible, plus ou moins problématique, caricaturale ou analysée des femmes dans le champ littéraire. L'affiche choisie par la BCU pour annoncer sa conférence de ce soir reproduit, vous l'avez vu, une photo de George Sand, à laquelle Martine Reid a consacré de nombreux travaux. Elle est l'auteure notamment d'une biographie, j'ai pris mes petits livres, voilà, d'une biographie de George Sand, d'une inspirante aussi étude monographique sur George Sand, intitulée « Signer Sand », qui porte notamment sur la manière dont Sand s'invente, en quelque sorte, se crée elle-même au moment où elle devient créatrice en littérature. Martine a aussi édité des textes de Sand. L'histoire de ma vie, son autobiographie, qui était un peu pesant pour l'amener ici ce soir vers vous, mais aussi une pièce de théâtre comme Gabrielle, qui sera jouée l'année prochaine à Paris. Donc on voit bien l'importance de faire circuler les textes pour que les œuvres soient de nouveau présentes à l'esprit des lecteurs et des consommateurs de culture, si je peux le dire comme ça. Et avant même l'anthologie Femmes et littérature, Martine a aussi créé la collection Femmes de lettres, dont vous avez peut-être vu passer quelques volumes, une collection qui a remis en circulation des textes demeurés depuis trop longtemps inaccessibles, comme par exemple le récit de son enfance par Madame Roland, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges, La femme auteure de Madame de Genlis, et tant d'autres, dont un texte qui me tient particulièrement à cœur, Sir Walter Finch et son fils William, d'Isabelle de Charrière. Et Martine Reid est aussi l'auteur d'une étude parue il y a une dizaine d'années, intitulée « Des femmes en littérature », qui porte sur la manière dont, depuis le début du XIXe siècle, on a parlé des femmes qui écrivent. Donc ce n'est pas un objet nouveau, les femmes qui écrivent. Et dans un second temps, ce livre porte sur le discours produit par les femmes en littérature. Sujet en littérature, objet en littérature, c'est une question qui n'a pas fini de nous occuper quand on parle des femmes en littérature, dont la distance entre les deux est parfois infinie. Par son travail scientifique, Martine Reid a donc produit des analyses, mais elle a également reconstruit notre panorama littéraire par le biais de l'édition, grâce à cette collection dont je viens de parler. Et aujourd'hui, elle a réuni une dizaine de spécialistes dans cette anthologie afin de mettre à notre disposition un nouveau récit de l'histoire littéraire, Femmes et littérature, qui réunit des synthèses sur les différentes périodes de l'histoire littéraire. L'histoire littéraire, enfin la littérature au collège, à l'université s'enseigne toujours selon des périodes. Donc là, on a des synthèses par période écrites par les spécialistes du Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine et aussi jusqu'aux francophonies plurielles et mondiales qui, évidemment, caractérisent la littérature française aujourd'hui. Et j'ajouterais enfin que le sujet de son dernier livre a de quoi surprendre les habitués de son œuvre critique, puisqu'il s'intitule « Être Cary Grant », et qu'il porte et nous fait réfléchir sur la manière dont a été constitué l'idéal masculin au XXe siècle. Mais pour ce qui est de ce soir, Martine Reid va s'en tenir à l'immense sujet des femmes qui écrivent. Et je dirais qu'au terme de sa conférence, comme Alexandra vous l'a annoncé, je reprendrai la parole pour faire des liens avec Alice Riva et aussi ouvrir la discussion à la salle. Mais pour l'heure, place à toi, Martine, et à ta conférence intitulée « Une femme qui écrit, quelques observations sur les femmes en littérature ». Merci.
Merci Valérie et bonsoir. Je remercie les médiatrices de la bibliothèque cantonale de Lausanne de m'avoir invitée non seulement à prendre la parole, mais à prendre la parole ici, dans cette salle tout à fait magnifique. Je remercie aussi Valérie Cossy, puisque c'est en fait à elle que je dois d'avoir découvert Alice Riva. Elle m'avait offert La paix des ruches, texte que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, à partir d'ailleurs duquel je me suis intéressée à Alice Riva, et l'exposition que j'ai eu la chance de visiter avec elle hier m'a vraiment convaincue de l'intérêt et de l'importance de sa position et de ses déclarations, notamment pour ce qui concerne la situation des femmes. Et enfin, je vous remercie, vous qui êtes venus m'entendre sur ce sujet, donc des femmes qui écrivent ou des femmes qui écrivent. Alors, je vais en préambule commenter peut-être un peu ce qui est en réalité l'extrait d'une citation de George Sand, une femme qui écrit, et la replacer dans son contexte et donc effectivement ouvrir mon propos par George Sand. Alors la phrase est tirée d'une lettre que le fils de George Sand en 1836 écrit à sa mère. Ce fils, Maurice, vient d'être placé dans le plus prestigieux des lycées parisiens, le lycée Henri IV, et il lui écrit ceci à propos donc d'un petit différend qu'il a opposé à ses camarades, tous masculins. L'autre jour, ils m'ont dit toutes sortes de choses, parce que tu es une femme qui écrit, que tu n'es pas une bégueule comme la plupart des mères des élèves qui sont au collège. Eh bien, quand j'y pense, ils te nomment. Je ne pourrais pas te dire le mot parce qu'il est trop vilain. P, point de suspension. Alors le gamin, effectivement, n'ose pas dire « putain », le mot qui a été utilisé pour traiter la mère. Et l'anecdote est intéressante puisque, évidemment, il rappelle l'hostilité constante qui a accompagné la présence des femmes en littérature. De manière intéressante aussi, on est là dans ce qui constitue l'élite future de la nation. Les enfants, évidemment, qui sont dans ce lycée sont en principe destinés à une brillante carrière. Et donc on voit la force des préjugés. Là, on est effectivement sous la monarchie de Juillet, dans les années 30, et immédiatement, c'est l'univers de la cour de récréation, chose bien analysée d'ailleurs par les féministes, la cour de récréation véhicule les préjugés du temps. Et spontanément, c'est l'insulte qui ressurgit. Et là, ça sert de point de départ en réalité utile aux propos que je vais tenir, parce que ça va quand même permettre de rappeler que la misogynie est là, tenace, qui accompagne la présence des femmes en littérature sur 9 siècles. Si on considère la littérature française, qu'à certains égards, j'ouvre sur la littérature de la langue française, bien sûr, et idéalement, c'est ainsi qu'elle doit être conçue, on s'aperçoit que ce discours-là, ce discours d'hostilité plus ou moins manifeste, est en réalité toujours là. Il prend des formes différentes selon qu'on se trouve au Moyen-Âge, ou qu'on se trouve au XIXe siècle, ou même au XXe siècle, mais sans doute possible, il double, pour des raisons qui doivent être analysées, qui doivent être mieux pensées, il double la pratique de la littérature au féminin. Et il n'y a pas d'exception à cela, puisqu'il y a certes de grandes femmes auteurs, de grandes autrices, ça varie selon les siècles, il y a certes des positions et des visibilités en littérature qui sont extrêmement fortes, mais il n'y a pas d'exception quant aux attaques qui ont été formulées à cet égard. Et de manière intéressante aussi, on peut rappeler que, et c'est la grande différence entre les attaques que se font les hommes entre eux et les attaques que les hommes réservent au féminin, l'élément fédérateur, ce qui au fond lie ces ensembles, c'est l'appartenance sexuée. Elles sont dénoncées, elles sont insultées, elles sont dévalorisées parce qu'elles sont femmes avant toute chose.
Donc, les hommes s'attaquent parce que, pour des raisons esthétiques, idéologiques, parfois ils ne sont pas d'accord, parce que justement il y a des effets de rivalité aussi qui sont présentés de cette sorte, alors qu'au féminin, tout de suite, ce qui est attaqué, c'est l'appartenance sexuée. Et on a, à cet égard, une déclaration très intéressante. Je vais rester essentiellement, vous allez l'entendre, sur le terrain qui m'est le plus familier, c'est-à-dire celui du XIXe siècle. On l'entend dans un propos de Juliette Adam. Alors Juliette Adam écrit en 1858 « Idées anti-proudhoniennes sur l'amour, la femme et le mariage ». C'est le grand moment où, effectivement, les idées socialistes commencent à prendre corps. Proudhon est une des grandes figures et elle va courageusement attaquer ses positions en disant que socialisme et féminisme font très mauvais ménage. Et elle dit ceci: « Lorsque les hommes se battent entre eux, ils ne s'appliquent qu'à se tuer. Mais quand ils luttent contre la femme, soit orgueil froissé, soit brutalité pure, ils cherchent d'abord à l'outrager dans son sexe et dans sa personne, sachant bien qu'elle est vaincue quand ils l'ont salie. » Donc elle distingue bien la nature des attaques qui circulent en littérature. Elles ne sont pas de même nature, fait-elle observer à juste titre, et si on en arrivait à la fameuse décennie féministe des années 1970, on trouverait exactement la même attention au fait que ce n'est pas une question de qualité de l'œuvre, c'est une question d'appartenance sexuée contre laquelle, évidemment, on ne peut absolument rien. Donc cette hostilité existe tout du long et c'est une des figures sans doute les plus efficaces de l'empêchement des femmes en littérature. Et je reviendrai évidemment dans les points généraux que je vais traiter sur cette question de, au fond, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche les femmes de publier, en l'occurrence, et certainement cette question des attaques dont elles sont l'objet est un des facteurs absolument déterminants. Alors je vais, à la demande de Valérie Cossy, exposer 5 points qui ont paru intéressants pour dresser, si vous voulez, une sorte de portrait général des femmes qui écrivent, et il serait plus juste de dire des femmes qui publient, puisque c'est la publication, le moment où l'œuvre devient publique, en tout cas à partir du moment où le livre est inventé, qui est le marqueur. On peut toujours écrire dans son coin si on a envie, on peut écrire des lettres, on peut tenir un journal, on peut écrire même des romans si on le souhaite, mais évidemment le moment décisif, c'est le moment où on est publié, où on est imprimé, comme on dit au XVIIIe et XIXe siècle. Et à ce titre, évidemment, il est tout à fait significatif de voir que les femmes vont se trouver face à toute une série de situations qui, à la fois, je vais l'expliquer, sont semblables et sont différentes de ce qui peut s'observer pour la littérature au masculin. Et je commencerai par, donc au total, je vais vous faire cette fresque un peu rapide et j'espère que les questions permettront de nuancer davantage, voire d'entendre d'ailleurs d'autres exemples qui me permettront à moi de nuancer mon propos. J'ai prévu 5 points qui me paraissaient tout à fait significatifs et que je vais expliquer maintenant. Alors justement, le premier point qu'on peut faire valoir, c'est que les femmes ont toujours été traitées comme un tout, les femmes. Et vous le voyez, la difficulté est immédiate, puisqu'on pourrait dire qu'il est très étonnant que de ma part, je souligne la curiosité de voir traiter les femmes ensemble, alors même que j'ai dirigé ce volume qui s'appelle « Femmes et littérature, une histoire culturelle ». De notre point de vue, nous avons défendu l'idée que cet objet est transitoire, c'est-à-dire que certes, l'histoire a toujours eu tendance à isoler les femmes, mais seulement à terme, il faut souhaiter qu'il y ait bien sûr un seul récit d'histoire de la littérature de langue française, avec des inflexions plus ou moins historiques ou culturelles selon, mais où d'entrée de jeu sera considéré le fait qu'il y a des hommes et des femmes en littérature. Alors je vais parler chiffres, je vais parler noms aussi un peu plus tard, mais je tenais à ouvrir sur cette affirmation, à mon sens, capitale, parce que sinon le risque est très grand d'enfermer le féminin
et même ce qui s'observe au XIXe siècle et XXe siècle, d'imaginer des œuvres féminines à destination d'un public féminin. Et alors là, vous le voyez, la boucle est bouclée. Il y a la littérature en gloire, en majesté, très largement masculine, et de l'autre, il y a en marge, sur le côté, comme quelque chose d'aimable ou de distrayant, une production littéraire féminine qui, de toute façon, est lue par les femmes. Alors, on ne souhaite pas, bien sûr, cet enfermement, et il faut remarquer, et il faut souligner avec force, que quand on regarde les carrières des femmes les unes après les autres, quand on essaie non pas de les saisir ensemble, mais de les regarder de manière tout à fait significativement singulière, alors les différences sont manifestes. Il serait, dans cette perspective, absolument non recevable de dire que toutes les femmes, par exemple, ont été attentives à la condition féminine, ont été attentives à la vie privée, à tout ce qui relève de l'éducation, du mariage ou du célibat, voire du choix de la vie religieuse, puisque dans le cas de la France, on est dans un pays majoritairement catholique, et éventuellement qu'elles traitent toutes de leur rapport avec les hommes et avec la maternité. Cette vision-là serait en réalité beaucoup trop simple, puisqu'en réalité, on voit les femmes occuper tout le spectre des positionnements à cet égard. Des plus conservatrices, il y en a, elles ont leurs raisons, jusqu'aux plus radicales, il y en a aussi, et entre-temps, à toutes celles qui vont un peu, beaucoup ou carrément essayer de prendre position à l'égard de cette différence, du discours qui est tenu sur cette différence, etc. Et dans les plus conservatrices, c'est sûr, on va voir des femmes qui écrivent et qui vont dire aux autres, qui vont s'adresser aux autres femmes en disant « surtout n'écrivez pas ». N'écrivez pas parce que votre rôle, c'est celui de la vie privée. Vous devez être l'ange du foyer, la fée du logis. Vous devez effectivement rendre service. Vous devez servir de compagne au mari. Vous devez vous occuper des enfants. Vous devez avoir cette place discrète, modeste, qui vous convient. Et toute la tradition, et elle s'appuie sur une tradition très solide, ce n'est pas très difficile de trouver évidemment des exemples dans tous les sens, elle s'appuie sur cette tradition pour reconduire en réalité les préjugés dont elles sont elles-mêmes victimes. Il serait sans doute imprudent de les accuser d'aveuglement. Il est plus intéressant de voir qu'on ne se débarrasse pas facilement d'une société qui est extrêmement cohérente, ont montré toutes sortes d'approches, notamment sociologiques, sur ces questions du rôle de chacun et de chacune. Et après tout, il a fallu un temps considérable, il a fallu toutes sortes de manifestations, de réflexions, de contestations pour arriver à l'obtention des droits civils et politiques, si on ne regarde que cette question. Donc la littérature va être, de ce seul point de vue, une excellente chambre d'écho des différents positionnements possibles. Et c'est particulièrement frappant quand on a des femmes qui écrivent de grandes œuvres et qu'on aimerait voir s'engager dans un discours un peu plus général, et en réalité, elles restent sur des positions qu'il faut qualifier de conservatrices. On voit d'ailleurs, à cet égard, et toujours au XIXe siècle, deux positions au fond. Une position, et je prends la peine de les énoncer parce qu'au fond, on les entend à peu près jusqu'au moins les années 1950 et peut-être même un peu plus tard. D'un côté, une position qui dit, la formule a été utilisée et a servi aussi à ironiser, notamment à propos de George Sand, qui dit « le génie n'a pas de sexe. Quand on a du talent, le sexe importe peu ». Alors ça c'est commode, effectivement, donc la littérature est une activité neutre qui n'est pas sexuée et qui n'a pas besoin de sexuer. Le problème c'est que dans les faits, les démentis sont partout. C'est-à-dire que cette vision des choses ne tient pas historiquement et ne tient pour aucune des auteurs. J'écris avec eux, ce que vous n'entendez peut-être pas. Et je vais en prendre un exemple chez George Sand, justement. Chez George Sand et chez Colette.
On voit George Sand très très attentive d'entrée de jeu à cette question du masculin et du féminin. George Sand a choisi en littérature de porter un prénom masculin. Et à l'occasion de sa liaison avec Alfred de Musset, on a une excellente preuve de la difficulté pour l'un et pour l'autre, puisqu'ils s'échangent des lettres, on voit la difficulté à se situer à cet égard. On voit Musset traiter George Sand en camarade. Et là, il l'appelle Georges. Il dit « Georges, mon camarade. Nous sommes camarades en littérature. » George Sand est donc, pour ses activités littéraires, masculinisé. Dans l'esprit de Musset, c'est un compliment, bien entendu. Ça veut dire qu'elle est aussi bonne, forte, inspirée qu'un auteur masculin. En revanche, quand il est question de sentiments, il l'appelle Georgette. Alors on a une sorte de figure à double visage et à double nom. L'un s'appelle Georges, l'autre s'appelle Georgette. Et George Sand va se souvenir de ça, bien entendu, de cette étrange, au fond, nécessité d'occuper deux places à la fois, une place masculine et une place féminine. Et elle va montrer, notamment dans la pièce de théâtre qu'on a évoquée tout à l'heure, Gabriel, que c'est en réalité une position parfaitement inconfortable, voire invivable. Que cette nécessité pour l'activité artistique de se masculiniser. En même temps, elle va, on le sait bien, les recherches ont été faites dûment et précisément dans ce sens, on sait que aussi les recherches montrent qu'elle a toujours parlé d'elle au masculin quand il s'agissait de littérature et que par ailleurs, elle-même, elle va parler du sexe intellectuel viril. Donc il n'y a pas de doute, pour elle, toute démarche artistique solide, tout geste impliquant une véritable intelligence de l'œuvre est du côté du masculin. Et la voilà donc réduite à cette difficile tension ou torsion entre les deux sexes qu'il faudrait en quelque sorte maintenir en équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que George Sand arrive à bien formuler et au fond à incarner à la fin, puisque bien sûr, elle s'appelle George Sand et fait de George Sand un véritable patronyme et de Sand un nom qu'elle lègue à ses enfants. En même temps, on retrouve des choses voisines chez Colette. Parce que Colette est elle aussi travaillée par des questions de masculin et de féminin. Elle est assez persuadée, après une entrée tout à fait singulière dans la carrière littéraire, est assez persuadée que son talent vaut bien ceux de ces messieurs de la littérature, mais alors comment se positionner? Et là, elle va, dans un de ses textes, dire, en réalité, quand on est une femme en littérature, il faut disposer de ce qu'elle appelle un hermaphrodisme mental. C'est-à-dire qu'il faut être de nouveau en cheville, à mi-chemin, en tension. On peut utiliser toutes sortes de termes pour qualifier cette opération, mais il faut être, au fond, dans les deux sexes à la fois. Il faut s'inventer une sorte de bisexualité psychique. Il faut quand même être, si on a du talent, et vous voyez la force du préjugé, le véritable talent, il n'y en a qu'un et il est masculin, la force du préjugé qui va obliger justement à ces contorsions de toutes sortes. Et de nouveau, si on faisait, ce que je ne vais pas faire ici, mais simplement décrire très, très grossièrement et en grands pas, si on faisait une sorte de panorama de l'ensemble des positions, on verrait qu'en effet, elles se partagent entre, d'un côté, celles qui vont dire « ça n'a aucune importance », du moment que nous sommes en littérature, eh bien nous voilà neutralisés dans notre sexuation, et puis celles qui vont dire, à l'inverse, non, non, il faut écrire en tant que femme. Ça, c'est l'autre discours. Ce n'est pas le discours tenu par Colette, ce n'est pas le discours tenu par George Sand, mais c'est le discours tenu par de très nombreuses femmes, jusqu'à Hélène Cixous, etc. Et là, on retombe dans les féministes des années 70, elles vont dire, il n'y a pas de... Non, non, il faut, à l'inverse, revendiquer une spécificité féminine, et c'est le moment où on parle d'écriture féminine, justement, parce qu'il est indispensable d'affirmer
non pas justement loin des contorsions d'une George Sand ou de Colette, il est absolument nécessaire d'affirmer que nous avons une identité en propre et que donc la langue doit refléter cette identité et que nous allons donc écrire en toute connaissance de cause des œuvres de femmes. Ça, c'est manifestement l'enjeu qui s'observe autour de cette difficile, vous le voyez, question de l'identité en littérature. Alors pensez à des exemples que vous pourriez avoir à l'esprit et je pense que très vite, vous-même, vous direz, ah ben oui, effectivement, il y a toujours eu des difficultés de quelque sorte et généralement, elles ramènent à l'identité sexuée. Mon deuxième point, donc, puisque les femmes ne forment pas un tout en littérature et qu'on a cette sorte de spectre que j'évoquais à l'instant, j'en viens maintenant à ce qui constitue au fond les difficultés les plus manifestes pour entrer dans la carrière littéraire et pour être publié. Alors, de la vie générale, et ce dès le Moyen-Âge, c'est la question de l'éducation qui est centrale. Tout le monde va revenir là-dessus. Tant qu'il n'y a pas d'équivalent et que les femmes reçoivent une éducation seconde, voire pas d'éducation du tout, à ce moment-là, les chances évidemment de les voir devenir jamais dramaturges ou romancières s'amenuisent considérablement. Il faut des conditions, autrement dit, pour qu'il soit possible de s'imaginer un jour femme de lettres et surtout, et en premier évidemment, via l'éducation. Et là, je vais faire une citation de Félicité de Genlis, qui est une auteure prolixe, avec une œuvre très considérable. Vraisemblablement, vous n'en avez pas entendu parler. Elle est malheureusement une de ces invisibles du moment. Et elle naît en 1746, elle meurt en 1830. Et Félicité de Genlis écrit un livre tout à fait intéressant intitulé « De l'influence des femmes sur la littérature comme protectrice des arts et comme auteure ». Et elle fait en 400 pages une synthèse tout à fait remarquable sur les femmes en littérature. Elle milite pour une écriture féminine, déjà, c'est-à-dire une écriture qui tient compte du sexe de l'auteur, et elle va faire observer ceci. Le manque d'études et l'éducation a, dans tous les temps, écarté les femmes de la carrière littéraire. Les jeunes gens, au collège, nourris de la lecture des Grecs et des Latins, font presque tous des vers. Et pour peu qu'ils aient du talent, ils forment le désir ambitieux de travailler pour le théâtre. On doit convenir que ce n'est pas une idée qui puisse se présenter aussi naturellement à une pensionnaire de couvent ou à une jeune personne qui entre dans le monde. Des milliers de domestiques et des milliers de religieuses et de mères de famille auraient pu, avec une éducation différente et dans une autre situation, composer d'excellentes tragédies. Et cette observation-là, elle est réellement révolutionnaire, parce que non seulement elle pense en termes de sexe, mais aussi de classe sociale. C'est-à-dire les domestiques n'ont pas d'éducation, donc aucune chance qu'ils fassent jamais une œuvre de quelque sorte. Les conditions ne sont pas réunies, pas plus d'ailleurs que pour les femmes. Et là, c'est effectivement révolutionnaire au sens où, dans l'esprit de Genlis, et à mon sens, elle est une des premières à le dire aussi clairement, il n'y a pas de nature attachée au talent. Il n'y a aucune innéité du génie. En réalité, de loin en loin, et c'est quand même au total assez rare, il y a une personnalité exceptionnelle. Cette personnalité exceptionnelle, elle devient effectivement un grand auteur. Au féminin, on hésite à l'accorder, alors que finalement, c'est d'abord une question d'éducation. Après, elle peut répondre à l'envie de s'illustrer en littérature, mais la condition de départ, c'est celle-là. En réalité, Genlis pourrait ajouter à cette question de l'éducation un autre point qui a été bien analysé et qui mérite réflexion. C'est cette question de l'imaginaire littéraire. Parce que si on regarde, par exemple, les journaux des écrivains,
quand ils existent, on s'aperçoit que, au fond, l'idée d'une vocation, la volonté d'écrire est assez tôt formulée. Alors, il y a quelques formules bien connues, comme celle de Victor Hugo qui dit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Alors là, voilà un grand modèle, un modèle extrêmement valorisé au moment où Victor Hugo se met à écrire des vers. Et donc là, tout se tient parfaitement, puisque on aimerait effectivement être homme de lettres, et la preuve est donnée partout que c'est possible. Tel n'est pas le cas au féminin, puisque au féminin, l'imaginaire est un peu barré dans ce domaine. Le discours social, de manière générale, condamne la publicité, toute forme de publicité. S'accorde à dire, je l'évoquais tout à l'heure, que bon, il y a des questions de rôle, de place du féminin, et que la place du féminin n'est pas sur la scène. On a souvent fait ce rapprochement entre la comédienne, qui est visible pour tout le monde, et évidemment, forcément, demeure tout à fait douteuse, et d'ailleurs condamnée dans beaucoup de sociétés. La femme qui devient publique par la publicité, par la publication, vous voyez que les étymologies sont à peu près les mêmes, évidemment, et le même sort lui est nécessairement réservé. Donc ça, c'est un discours qui, quand même, fait un certain effet. Et en plus de ça, on ne manque pas de dire aux femmes où sont les modèles. Le discours général est un peu soucieux de donner, justement, de rappeler les quelques figures qui existent dans le domaine féminin. Alors, effectivement, les modèles ne courent pas les rues. Et il est intéressant de voir que quand on a des informations sur cette question, le plus généralement, évidemment, les femmes imaginent de ressembler à telle ou telle autre femme et n'imaginent jamais, ce qui invite à penser aussi qu'elles pourraient être, après tout, elles aussi, le Chateaubriand de leur génération. Elles ne se comparent jamais à un grand auteur. Autre preuve de l'efficacité d'un discours sexué qui dit... Attendez, on ne confond pas, évidemment, ni les carrières, ni la notoriété, ni le talent. Et donc, dans le meilleur des cas, vous essayez de ressembler à une femme qui a fait quelque chose. On voit, effectivement, au moment où Madame d'Aulnoy, à l'extrême fin du XVIIe siècle, connaît une réputation du jour au lendemain, et elle est lue dans toute l'Europe parce qu'elle publie, et en fait, elle invente le principe du conte merveilleux. On voit une série de femmes qui se mettent à écrire des contes. Donc ça y est, il y a un modèle, et il est donc possible d'entrer en littérature de cette façon. De la même manière, on a vu que quand George Sand publie en 1849-50 « Histoire de ma vie », après ça, on trouve un nombre beaucoup plus important de femmes qui écrivent leur vie. Donc, il faut des modèles. Du côté du masculin, il y en a à foison. Du côté du féminin, entre les questions d'éducation, le discours répressif au total, ou en tout cas de non-invite à s'illustrer en littérature, eh bien, tout ça, évidemment, travaille à rendre nécessairement compliqué la présence des femmes en littérature et va jouer, effectivement, comme des formes d'empêchement successifs. Mon troisième point, c'est celui du nom qu'on leur donne et du nom avec lequel elles signent leurs œuvres, qui là aussi sont intéressantes à considérer, puisque la langue française a eu d'entrée de jeu des difficultés à nommer au féminin cette activité. Et cette difficulté doit évidemment faire sens. On a en fait essayé toutes sortes de termes. On a essayé auteur avec eux, on a essayé autrice à la Renaissance. On a essayé à un moment donné auteuse, mais ça n'a pas vraiment rencontré l'adhésion. On a essayé, sur le modèle anglais, autoresse avec ou sans H. On a essayé écrivaine. Et aujourd'hui encore, de façon, à mon sens, tout à fait significative, on voit dans la presse, alors c'est peut-être moins vrai en Suisse, je l'espère, mais en tout cas, dans la presse française, c'est une mesure, le terme autrice commence à faire son chemin. On le voit assez régulièrement avec écrivaine, mais les résistances continuent d'exister et parfois de manière assez considérable. Et je pense à une citation qui a été faite et qui, à mon sens, est tout à fait, là aussi, significative, d'une romancière dont le nom peut vous être familier, qui est Nina Bouraoui,
Et alors, on lui parlait. Enfin, c'est une question que les journalistes posent volontiers, c'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on vous appelle ? Comme si c'était toujours une question, en réalité, auquel il fallait essayer, comme on pouvait, de répondre. Et elle va répondre ceci, et là, on est en 2021. Pour moi, les écrivains sont tous à égalité, et je trouve que ce mot « écrivain » est tellement sublime qu'il ne faut pas le modifier. Alors, évidemment, on est sidéré, parce que c'est ne pas voir ou ne pas vouloir voir que ce terme est masculin, et on est dans quelque chose que les féministes, bien sûr, ont remarqué, c'est-à-dire la valorisation par le masculin. Et ça, on l'entend au XIXe siècle. Malgré tout, puisque la question de la valeur de l'œuvre, de la valeur de la personne, est du côté du masculin, alors si on peut s'en approcher de quelque façon, eh bien, ma foi, tant mieux. Et vous voyez qu'on retrouve de nouveau ces sortes de positions jusqu'à un point antagoniste, c'est-à-dire celles qui disent « nous sommes des femmes, nous nous affirmons comme femmes, nous écrivons comme des femmes », et celles qui continuent à trouver qu'au fond, eh bien, ma foi, l'activité littéraire est une activité neutre, où la question, en réalité, ne se poserait pas. Et si on regarde maintenant, là aussi dans ce troisième point, si on regarde du côté des noms qui sont utilisés, comment est-ce que les femmes signent les œuvres? Alors je ne vais pas, pour la question de... Je vais commencer mes observations nécessairement schématiques à partir du moment où le livre, où on est dans l'imprimé. Et à partir de là, on voit en fait qu'il n'y a pas tellement de différence entre ce que font les hommes et ce que font les femmes. L'habitude est longtemps, au moins jusqu'au début du XIXe siècle, de publier le premier ouvrage anonymement. Ensuite, s'il y a une notoriété de quelque sorte, alors on signale par monsieur, madame, il y a déjà une indication du sexe de l'auteur, et on nomme le titre qui a connu du succès. Et enfin, on trouve la nomination du nom, à la différence que, bien sûr, on indique monsieur, madame. Sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, on indique monsieur, madame. On n'utilise pas les prénoms, et cette habitude va rester pour le féminin. Alors on peut dire qu'au fond, la situation est à peu près la même pour les hommes comme pour les femmes. Sauf que les femmes, en France, publient sous le nom de leur mari quand elles sont mariées. Il n'y a pas d'exception à cela. Donc elles se trouvent déjà dans une position un peu difficile, d'autant qu'elles doivent, sous l'Ancien Régime comme après la Révolution, demander l'autorisation de leur mari. Donc le mari est en fait un acteur absolument central, et on le voit dans certains procès d'ailleurs de droits d'auteur, puisqu'en principe les droits d'auteur sont aussi versés au mari. Et Colette, par exemple, va s'engager dans une bataille légale qui lui prendra une vingtaine d'années pour essayer de récupérer les droits d'auteur sur la série des Claudines avec laquelle elle est entrée en littérature, qui était signée d'un pseudonyme, mais qui dissimulait son mari de l'époque. Donc la question du nom, en apparence, dans son utilisation, est à peu près semblable à celle des hommes, mais reste le moment, pour les célibataires dans un sens c'est plus simple, mais reste tout de même le moment où il faut avoir en effet une sorte de permission accordée par le mari. Mon quatrième point, c'est une question qui regarde les genres littéraires, puisque c'est une singularité française que d'avoir, au fond, utilisé la hiérarchie des sexes, en premier le masculin, en deuxième le féminin, et de l'avoir reporté sur une hiérarchie des genres littéraires. C'est aussi une particularité de la littérature française que d'avoir très longtemps utilisé, plus longtemps qu'en Angleterre par exemple, la vision de la littérature qui était celle d'Aristote, où il y avait effectivement de grands genres littéraires,
essentiellement la tragédie, l'épopée, la versification, et puis des genres qu'on considérait comme mineurs et sans beaucoup d'intérêt. Ils plaisaient au public, ça c'était une chose, mais dans l'ensemble, ils n'étaient pas très valorisés. Alors on trouve exactement la même chose à partir du XVIIe siècle, puisque pour le Moyen-Âge, la situation est beaucoup plus compliquée et plus intéressante, mais à partir du XVIIe siècle, on trouve une espèce de lien qui se fait entre femme et roman. On va dire, au fond, c'est le roman qui convient le mieux aux femmes. Alors, on le dit, on a un faisceau de critiques qui le disent au moment même où on a quelques très grandes figures de romancières, Madeleine de Scudéry et Marie-Madeleine de Lafayette. Et il semble aux critiques masculins que, au fond, ben voilà, on a trouvé une petite place, une catégorie, un genre littéraire où placer les femmes. Et à partir de là, va se maintenir, pour un temps considérable, environ 2 siècles, l'idée selon laquelle femmes et romans sont totalement liés, et qu'au fond, le roman est un genre féminin. Et c'est intéressant là aussi parce qu'on a affaire à une véritable construction critique. S'il y a effectivement quelques grandes figures de romancières à l'extrême fin du XVIIe siècle, très vite, ce sont les romanciers qui occupent le devant de la scène, même les philosophes, et Rousseau en premier, ne vont pas renoncer à la forme romanesque en se disant qu'au fond, le roman permet toutes sortes de choses intéressantes, et pendant ce temps, alors que manifestement les femmes sont minoritaires et qu'elles n'ont plus évidemment le monopole du roman, pendant ce temps, le discours critique va continuer de répéter que si, c'est le genre qui convient aux femmes. Et de manière intéressante aussi, avec un curieux télescopage entre des dispositions psychologiques et le genre littéraire. On va dire, mais le roman convient bien aux femmes parce que si elles ont une qualité, pas autant qu'elles en aient une, mais enfin on veut bien leur en donner une quand même pour la circonstance, elles ont de l'imagination. Et en fait, voilà, elles s'inventent des histoires, donc c'est parfait, le roman leur convient parfaitement. Et là, ce discours-là va montrer son efficacité, c'est le comble, puisque si on regarde maintenant les chiffres, on va voir qu'en réalité, les femmes sont les plus nombreuses dans le domaine romanesque. Donc cette sorte de discours constant va produire un effet. Et effectivement, force est de constater que si elles sont quelque part, même si elles sont toujours minoritaires en littérature et du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, il n'empêche qu'elles sont les mieux représentées dans le domaine romanesque. Et je vais vous donner quelques chiffres, puisque effectivement, quand nous avions travaillé, mes collègues et moi, au projet Femmes et littérature, nous étions un peu irrités du fait qu'on répète les femmes sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus visibles. Et ce discours un peu vague nous agaçait et nous avons essayé de compter. Combien sont-elles dans les faits ? Est-ce que c'est une exagération ? Est-ce qu'on voit effectivement des présences très très fortes à certains moments de l'histoire ? Est-ce que ça varie, etc. Et nous sommes arrivés, non sans peine, aux chiffres suivants qui sont des ordres de grandeur, parce qu'en réalité, il faudrait regarder les choses de beaucoup plus près. Nous sommes arrivés à 10% de femmes en matière romanesque pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc il y en a, vous le voyez. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes écrivaines, bien sûr, puisqu'il y en a qui sont essayistes, et notamment essayistes de l'éducation, mais dans le domaine qui est le mieux représenté, elles sont en dessous des 10%. Pour le domaine romanesque au XIXe siècle, cette fois on passe à 20%. Il y a un effet de démocratisation de la littérature après la Révolution qui manifestement touche aussi les femmes, et là on est environ à 20%. Mais si on regarde d'autres genres littéraires, et c'est pourquoi mon point de départ avait été justement ce lien entre femmes et romans, là dans les autres genres littéraires, tout de suite les chiffres baissent assez considérablement, puisqu'on trouve environ 10% de femmes qui publient des ouvrages de poésie,
Donc ça veut dire que les poètes masculins sont de très loin majoritaires. Et pourquoi? Notamment parce que la poésie est encore au XIXe siècle le grand genre, celui qui est le plus prestigieux. Et on peut croire à une certaine timidité ou frilosité de la part des éditeurs aussi à publier des textes de femmes. Et si on regarde le théâtre, là on tombe à 3%. 3% parce qu'il est extrêmement difficile pour une femme de faire jouer une pièce de théâtre, vu la complexité des démarches à faire pratiquement pour se faire jouer. Et là, on sait, à partir des noms dont on dispose, que presque toutes avaient déjà des entrées au théâtre, pouvait être femme de comédien, femme de directeur de théâtre, femme de régisseur, etc. Donc avaient des liens généralement familiaux ou conjugaux avec le monde du théâtre, très endogamique, très en fait replié sur lui-même et qui va être extrêmement réticent à monter quelques pièces de théâtre que ce soit. Et j'en viens enfin à mon dernier point, qui sont la question complexe. Là, vous voyez, j'avance à grands pas simplement pour vous donner quelques repères. La question de la réception. Alors, je le disais tout à l'heure, à l'époque, au moment où elles écrivent, la réception peut être positive. Bien sûr, il existe des compliments, il serait absurde de prétendre le contraire, mais en réalité, cette perception varie dans le temps. De manière significative, si on regarde le XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle a tendance à féliciter beaucoup les femmes qui écrivent, elles sont en petit nombre, mais les félicitations, les louanges, les vers de circonstance qui célèbrent leur talent, etc., les comparent toutes à d'autres femmes auteurs. C'est-à-dire qu'elles sont très bien, les œuvres qu'elles produisent sont magnifiques dans le cercle réduit de la production féminine. Ça, c'est la grande différence avec le XIXe siècle. Le XIXe siècle ne fait pas ça, mais à l'inverse se fait jouer un discours misogyne, construit par la Révolution française en partie, comme l'ont montré les historiens, et qui là va être, effectivement, ne va plus ménager personne. Alors on ne va pas être et sauf exception, dans le compliment fleuri pour telle ou telle chose, qui au XVIIIe siècle était sans doute agréable à entendre, mais qui avait pour limite immédiate que, évidemment, les femmes étaient reconduites à leur conditions de femmes, alors qu'au XIXe siècle, l'attaque, et j'avais fait la citation de Juliette Adam, est beaucoup plus manifestement quelque chose qui vise les femmes dans leur ensemble et en réalité, les femmes n'ont pas à faire de la littérature. Ça, c'est ce qu'on entendra dans les propos de quelques très grandes figures de la littérature du temps, hein, où on dira, bon, effectivement, les femmes sont tout juste capables d'imiter, de singer de manière tout à fait pitoyable les grandes œuvres de femmes. Et ce discours-là, on l'entendra à peu près jusqu'à aujourd'hui. Et ceci me conduit à mon deuxième point, qui est la réception à plus long terme. Alors là, on le sait, le récit du passé de la littérature, qui se construit à la fin du XVIIIe siècle et qui va trouver son point d'aboutissement et en même temps son commencement dans un ouvrage de Gustave Lançon, un ouvrage de 1000 pages, une sorte de somme très considérable, intitulée tout simplement « Histoire de la littérature française », qui paraît en 1895. Alors là, on a effectivement un ouvrage absolument décisif, c'est un geste politique aussi, il faut le rappeler, de quelqu'un qui est républicain et qui entend défendre les idées républicaines. Et lui, alors, il va vraiment, en toute connaissance de cause, travailler à faire disparaître un très grand nombre de femmes auteurs, puisque si on regarde tout simplement l'index qui se trouve à la fin du volume, on s'aperçoit que là, les femmes sont en dessous des 3%. Donc il y a eu vraiment une volonté, et c'est tout à fait remarquable d'être arrivé à écrire tout seul 1000 pages sur l'histoire de la littérature, mais comme on sait que la plupart des auteurs, des femmes auteurs qu'il ne cite pas, sont encore éditées à l'époque, manifestement il y a eu un choix délibéré de les passer sous silence. Et
pour ne pas rester sur cette note de l'oubli ou de l'invisibilité ou justement du fait que nous en connaissons, vous et moi avant en tout cas de regarder les choses de plus près si peu, il faut rêver d'autre chose. D'une part, je le disais, d'un discours qui sera une vraie histoire de la littérature de langue française et qui partira du principe que justement, depuis le début et d'entrée de jeu, il y a des hommes et des femmes en littérature et qu'il faut penser évidemment cette double présence et ses implications. Et d'autre part aussi, il faut continuer ou commencer à lire des œuvres de femmes. Et là, si on est même intéressé par des ouvrages du XVIIIe siècle, désormais on peut aller en ligne, ces ouvrages ne coûtent généralement pas très cher, on en trouve très très facilement. Évidemment, idéalement, nous souhaitons tous que les collections de poche multiplient les ouvrages de femmes. Là, les résistances sont multiples, les paramètres qui compliquent un peu la situation le sont aussi, et donc voilà, il faut inviter, et c'est on va en entendre reparler d'Alice Riva, et là ça fera parfaitement le lien. Il faut continuer à lire de façon à ce que les œuvres de femmes nous deviennent familières, parce que vous voyez combien les œuvres d'hommes nous sont familières. Mais parce que bien sûr, on en a entendu parler à l'école, et puis tout au long de l'existence, on a entendu ces mêmes grands noms. Il faut souhaiter que tout de même la chose à terme soit possible aussi au féminin. Et alors là, place à Alice Riva. Merci.